Le journal de l'économie avec Myriam Bounafa. Bonjour Myriam. Bonjour Philomène. On commence votre journal en parlant des femmes dans l'entreprise. L'INSEE publie ce matin de nouveaux chiffres et l'écart de salaire entre hommes et femmes reste important en France. Il se réduit, mais il reste important. Le chiffre à retenir, c'est 28%. 28%, c'est l'écart salarial entre un homme et une femme en France. En 2010, et ce dans le secteur privé. Comment expliquer cet écart? Les explications d'Axel Simon. Égalité au travail, un principe qui ressemble plutôt en France à un vœu pieux. Une étude de l'INSEE révèle des inégalités de rémunération persistantes entre les hommes et les femmes. En 2010, celles qui travaillent dans le secteur privé ont touché un revenu moyen de 15 600 € net par an. C'est 28% de moins que leurs collègues masculins. Plusieurs raisons à cela. Un salaire horaire moyen plus faible, des périodes plus longues de chômage et d'inactivité, des postes plus souvent à temps partiel, et un recours moins important aux heures supplémentaires. Si l'on considère uniquement le salaire horaire, les femmes gagnent 18% de moins que les hommes, au-dessus de la moyenne européenne, l'écart y est de 16% selon Eurostat. Seul point positif, les femmes cadres sont beaucoup plus nombreuses aujourd'hui qu'au milieu des années 90. Elles représentent 35% des postes en 2010 contre 28% en 1995. Mais c'est au niveau des postes de direction que le plafond de verre se fait le plus ressentir, la faute entre autres à la persistance de certains préjugés. Le poids des stéréotypes est très fort. La femme n'est pas disponible, la femme n'est pas leader, la femme a moins d'ambition ou n'est pas ambitieuse. Elle pèse inconsciemment sur beaucoup de décisions au moment où, à compétences égales, j'ai 2 CV. À première vue, une Française a tout intérêt à travailler dans le public, car l'écart y est de 18% par rapport aux 28% dans le privé. Mais problème, ce chiffre, bien que moindre, n'a pas évolué depuis une décennie. Un coup d'œil sur les marchés européens, Myriam. Et beaucoup de verres à l'ouverture un peu partout, Paris, Francfort ou Madrid. À noter également à l'ouverture de ces marchés que la Banque de France annonce sans surprise la stagnation de l'économie française et prévoit 0,1% de croissance au premier trimestre 2013. Le déficit budgétaire également de la France est quant à lui plus important que l'année dernière, c'est ce qu'annonce Bercy, pour atteindre 12,8 milliards d'euros. Je vous propose de regarder également les valeurs asiatiques. À la clôture, l'indice Nikkei est au plus haut depuis la faillite de Lehman Brothers en 2008. La bourse de Tokyo termine à plus de 2,64% grâce à un net recul du yen face au dollar et à l'euro. On reste sur l'économie japonaise, encore un mot. Cette économie, elle sort un peu la tête de l'eau. La croissance du pays augmente de 0,2% au 4e trimestre 2012, ce qui permet au pays de sortir de la récession. Autre valeur macroéconomique à signaler ce matin, c'est l'apparition de chiffres chinois, l'excédent commercial inattendu de la Chine. Il est de l'ordre de 15 milliards de dollars. Très bon signe d'une relance des exportations de la Chine. Un bon indicateur pour les bourses mondiales. La Réserve fédérale américaine juge ses banques solides. Effectivement, la Fed a soumis 18 banques américaines à un test géant, se mettre dans l'hypothèse d'une crise mondiale sans précédent, et ce pendant 2 ans. On sait que là, on s'inspire clairement de la réalité, et l'idée, c'était de regarder quels allaient être les résultats. Est-ce que ces banques seraient capables de maintenir des fonds propres suffisants, de faire face à ce genre de crise? La réponse, c'est oui. Seule une banque n'a pas pu être à la hauteur, c'est Ali Financial. Mais globalement, estime la Fed, les banques américaines se portent mieux aujourd'hui qu'avant la crise. Conjoncture défavorable, scénario du pire, la solidité des grandes banques continue de se solidifier. Un bon indicateur, comme vous le disiez, pour les marchés américains, mais également les places mondiales, puisqu'on sait que toutes ces économies-là sont interdépendantes. Allez, on passe aux autres infos éco. En bref et en images, on commence par les résultats de Lagardère. Exactement, le titre Lagardère qui gagne 4,6% à l'ouverture de la Bourse de Paris. Rien d'étonnant, le groupe renoue avec les profits effaçant en 2012 les lourdes pertes de l'exercice précédent. Lagardère annonce viser une croissance de 0 à 5% de son résultat opérationnel pour 2013. Le bras de fer entre la Chine et les géants de l'acier. En 6 mois, les prix du minerai de fer ont quasiment doublé. Pékin accuse les grands exploitants miniers australiens et brésiliens de manipuler les prix. La Chine, dont les stocks de fer sont quasi vides, elle a vu sa production d'acier augmenter de plus de 3% en 2012.
Facebook change de nouveau de visage avec son nouveau fil d'actualité. Le réseau social s'adapte à l'évolution du web pour plus de visuels, s'inspirant du succès des applications comme Instagram, basées sur la photo et l'image. Objectif ressembler davantage à un journal avec notamment plus de rubriques. On part maintenant automobile, on prend la direction de la Suisse où le salon de l'auto bat son plein. Exactement, ça se passe à Genève et ce jusqu'au 17 mars. Point d'ordre cette année à l'honneur, c'est le luxe et les hybrides, tout ce qui fait le bonheur de Ferrari. Vanessa Tsangatabi. Sous le capot de ce bolide, un moteur V8. En moins de 3 secondes, il passe de 0 à 100 km/h. Rien d'impressionnant pour McLaren, car la nouveauté est ailleurs. Il s'agit d'un moteur hybride. Une nouvelle tendance à Genève, les voitures de luxe passent au vert. Je crois que ce que Porsche, Ferrari et McLaren vont tous montrer en termes de technologie, c'est qu'avec leur nouveau modèle, le hybride ne sera plus synonyme d'ennui. C'est un gage de performance, de grande performance. Des bijoux à près d'1 million d'euros. Ferrari fait aussi son show avec la Ferrari, un V12 hybride qui permet une économie de consommation de 40% grâce à 2 petits moteurs électriques. Tout a été repensé pour intégrer cette nouvelle technologie. Le principe est d'utiliser pour l'habitacle seulement l'espace nécessaire pour la conduite. Et tout l'autre espace est gagné pour obtenir des autres fonctions d'aérodynamique, refroidissement et l'installation du système hybride que pour la première fois c'est sur un Ferrari. Mais ces nouvelles voitures vertes ne seront réservées qu'à quelques centaines de très riches chanceux. McLaren n'en commercialisera que 375 et Ferrari 499. Et on termine, Myriam, par la Chine qui est en train de devenir l'un des plus grands importateurs de vin et principalement de vin français. Et oui, la consommation de vin, tenez-vous bien, Philomé, a augmenté de 142% entre 2007 et 2011. Ça représente presque 2 milliards de bouteilles vendues en 4 ans. Alors d'ici 2016, la croissance va continuer, va se ralentir un petit peu, mais elle serait de l'ordre de 40% selon les spécialistes. Bonne nouvelle, vous le disiez, pour la France. Pourquoi ? Bien parce qu'elle importe parmi ses bouteilles 48% de vin français à l'échelle de la Chine. Ça nous laisse des beaux jours à l'export. Merci Myriam Bounafa. D'autres infos à suivre sur France 24.